Bonjour les filles. Salut Chris. Reprise. Donc, ah oui, bah, il faut quand même que je vous représente un petit coup, hein. Salomé, donc toi, tu es comportementaliste canin chez Coyote Dog et Duc. Tu es située vers Valenciennes. Oui, Et Charlotte, donc c'est Waf de Fuck et tu es toi dans le sud de la Belgique. Je Tout me à trompe fait. pas, hein? Bon. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet complexe, difficile. On va parler de la réactivité. Donc, c'est un très vaste sujet. La première chose, de toute façon, qu'on va pouvoir dire et avec laquelle on est bien d'accord, c'est que quel que soit le chien et quelle que soit la situation, le premier conseil à donner, c'est de consulter un comportementaliste canin euh, bienveillant pour se faire aider avec son chien si on rencontre ce type de problématique. La deuxième chose, avant de débuter cette capsule, c'est qu'en 15 minutes, on ne donnera pas de solution pour résoudre ce type de problématique. C'est bien trop court. Par contre, on va essayer de donner des petites pistes de réflexion, savoir notamment comment se créer une réactivité, pourquoi un chien devient réactif, et puis ce qu'on peut faire un petit peu avec tout ça. Charlotte, justement, à ce sujet, un chien réactif, c'est quoi? Concrètement, un chien réactif, on va considérer qu'un chien est réactif quand il a une réaction qu'on va juger disproportionnée face à un certain stimulus. D'accord? Donc disproportionné, aboyer, grogner, reculer, fuir, trembler, etc. Donc pourquoi est-ce que ce chien il a cette réaction disproportionnée? En fait, cette réaction comportementale, elle est liée à un stress général et ce stress, il est, créé par, l'émotion que ressent le chien. Généralement, c'est de la peur, mais ça peut être d'autres émotions aussi et cette émotion, elle dépend de la perception que le chien a du stimulus, pardon. Donc par exemple, si vous voyez une araignée, votre émotion, c'est de la peur et votre réaction comportementale, ça va être vous enfuir ou d'écraser l'araignée. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair? Si, c'est clair. C'est clair. Mais justement, un chien réactif, enfin Salomé, si tu peux nous dire un mot, enfin comment on fabrique un chien réactif? Ça vient bah, d'où? c'est vrai que le chien ne naît pas réactif, il le devient, et bien souvent les gens, pensant bien faire, on va partir de la base du chiot qui arrive chez les personnes. Euh, Bien souvent, donc pensant bien faire, les humains vont l'emmener par exemple en balade, et là il va y avoir un autre chien en face, et tout de suite, pardon, excusez-moi, tout de suite la personne va dire bah, est-ce que je peux mettre mon chiot en contact avec votre adulte? Et là, il y aura contact en laisse et ça, possiblement, ça va mal se passer. Il y aura donc une expérience négative au sein de la balade. De plus, on peut aussi emmener notre chiot en parc à chiens. Ça se voit souvent. Et puis le mettre avec une dizaine d'autres chiens. Et pareil, bah, il vivra possiblement des expériences négatives. Un autre exemple, tout simple, généralement on pense bien faire aussi en allant en club canin, et là, pareil, on lâche les chiots et ils se retrouvent en fait à subir des expériences négatives. Et toutes ces expériences négatives de violence ou de non-respect des codes canins bah, vont amener à faire des associations négatives et vont créer effectivement une réticence par rapport aux congénères. Mais on peut voir ça aussi chez l'humain. C'est-à-dire que le chien, emmené à la sortie des écoles, bah, il va se faire en fait caresser par tous les enfants ou par beaucoup d'humains parce qu'il est mignon, il a une trogne mignonne. Et on va créer effectivement ce qu'on appelle une réactivité sous-jacente. Et donc c'est vrai que on le met, on lui fait subir des expériences négatives qui va effectivement, comme je le disais, amener à des associations négatives sur certains stimulis, pardon, je vais y arriver. Donc en fait, où qu'on promène son chiot, où qu'on l'emmène, donc que ce soit, donc tu dis en parc, c'est vrai qu'il y a une forte densité sociale, il y a beaucoup de chiens au même endroit. En club canin, bon, hormis dans les clubs où on va avoir 3-4 chiots maximum par cours, et là on peut gérer les interactions canines. Quand par contre on a 6, 7, 8, 10 chiots et qu'on lâche tous les chiots ensemble, là par contre effectivement on va favoriser les associations négatives, nombreuses associations négatives et les stress. C'est ça, c'est exactement ça, lui faire subir en fait des choses qui sont pas entre guillemets supportables pour un chiot. Et donc ces associations négatives vont créer effectivement, comme le disait Charlotte, du stress, de la peur, etc. Et bah, il subira, tout simplement. Cela dit, on peut aussi créer des associations négatives, même dans les clubs où on ne lâche pas tous les chiots ensemble, hein.
Parce que votre chiot est en présence de 10 autres chiots, par exemple, il aura envie d'aller voir les autres chiots, il va être frustré de ne pas pouvoir y aller, il va prendre des coups de collier ou des coups de harnais, mais bref, c'est quand même désagréable. Donc c'est pas Mmh. uniquement les endroits où on lâche les chiots qui peuvent être problématiques. C'est vraiment ce gros regroupement, de chiens avec des émotions qui sont incontrôlées. Mmh. Et par contre, justement, parfois, on a comme ça des gens, hein, qui vont dans des structures dans lesquelles on accueille des chiots et puis, il y a beaucoup de chiots et les gens ont l'impression que tout se passe bien. Mmh. Leur chiot grandit et puis vers 7-8 mois, on a tout d'un coup un début d'ado, hein, qui commence à bim, à péter les plombs et à devenir réactif. Qu'est-ce qu'on peut, pourquoi C'est ce vrai. chien à 7-8 mois, il devient réactif, quoi? C'est vrai que beaucoup de personnes se demandent pourquoi, alors qu'ils ont bien fait les choses en pensant les bien faire en les amenant dans des clubs ou dans un parc à chiens, les personnes disent ben, il a vu énormément de chiens, il a vu énormément d'humains, je comprends pas qu'aujourd'hui il puisse en fait réagir de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est une bonne question dans le sens où on se pose la question de savoir comment il en est arrivé là. Il faut savoir que le chiot subit, il n'a pas la capacité physique, émotionnelle, de répondre, ou clairement un chiot fait ce qu'il peut dans l'environnement où on le met. Et donc le fait de subir et de prendre entre guillemets les mauvaises expériences et de faire des mauvaises associations, bah, il va en fait à un moment donné dire stop. Et ce stop, il arrive au moment de la réactivité quand il a 6-8 mois, hein, parce qu'il est en capacité cette fois-ci physique, émotionnelle, de dire eh, là je commence à en avoir marre, c'est bon. Et effectivement, à force de l'avoir mis en situation négative au départ, bah, ça crée une petite aversion du stimulus et on en vient à avoir un chien qui réagira parce qu'il est là, cette fois-ci, en capacité physique, émotionnelle de répondre, de pouvoir répondre. Et on avait parlé juste, avant de passer sur autre chose, mais on avait parlé des caresses. Oui, Est-ce qu'on peut rendre un chiot réactif, humain, par exemple, parce qu'on le caresse? bien sûr. C'est... Pardon, vas-y Charlotte. Oui. Non, non, mais bah, clairement, oui. En fait, c'est même ce qui arrive à énormément de chiots parce que c'est super mignon un chiot, et les gens, ils sont super heureux d'avoir un chiot et donc dans la rue, ben, on croise des personnes et les personnes, ils se disent: «Ah super, un chiot, est-ce que je peux le caresser?» «Oui, bien sûr, ça va lui apprendre» et cetera. Mais il faut bien se dire que pour un chien, même si c'est un chiot, une interaction, si elle est pas consentie, une caresse ou un câlin, s'il est pas consenti, c'est vécu comme une agression, en fait. Et donc ce chiot particulièrement, se fait micro-agresser chaque jour, chaque fois qu'il rencontre des humains qui le caressent sans son consentement. Et ce qu'on arrive à faire, en fait, c'est un chien qui, du coup, quand il voit qu'il devient adulte et qu'il voit un humain, eh ben, il va faire en sorte que l'humain ne s'approche plus de lui pour qu'il puisse plus y avoir ce contact-là. Et de C'est la part ça. des gens, c'est quelque chose, pardon Salomé, de la part des gens, c'est quelque chose qui part d'un bon sentiment, hein. Nous, on est très tactiles, nous les humains. Mhm. Donc les Et gens, c'est ça, je rebondis sur ce que Charlotte disait, c'est-à-dire que le chiot, il va peut-être émettre des signaux, et bien souvent il émet des signaux de réticence par rapport à ça, et bien entendu qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire, et souvent l'humain ne sait pas lire le chien, et donc il va laisser faire. Et d'où l'importance de dire non, je ne veux pas. Quand il est chiot, entre guillemets, demandez-lui, et c'est ce que Charlotte disait par rapport au consentement, demandez à mon chien s'il veut aller vers vous, clairement. oui, on peut refuser. Charlotte, on a parlé des stimuli. Est-ce qu'il y a autre chose quand on parle de réactivité? Beh, clairement, la réactivité d'un chien, ça dépend pas uniquement de son émotion quand il rencontre, des stimuli aversifs. Heu, Tout son cadre de vie, en fait, tout son état émotionnel de base, général, quand il est à la maison, tout le stress qu'il peut y avoir à la maison, ça a un impact qui est, faramineux sur la réactivité. Pour l'anecdote, Chris, moi j'ai eu plusieurs fois des chiens qui étaient réactifs mouvement, donc réactifs sur les voitures, les joggers, les vélos et sans travailler une seule fois la réactivité en séance, donc séance de travail où on fait des scénettes et cetera. Rien qu'en arrêtant les jeux de lancer et donc en arrêtant, l'adrénaline qui est liée à ces jeux. C'était des chiens qui pouvaient jouer aux jeux de lancer pendant une demi heure, 1 heure et cetera. Ça fait monter énormément l'adrénaline, ça fait monter énormément l'hypervigilance chez le chien. Rien qu'en arrêtant ça, eh beh, les chiens n'étaient plus réactifs ou étaient beaucoup moins réactifs, ça devenait gérable. Donc, Mhm. l'impact du stress sur, dans le milieu de vie, en fait, de toutes ces choses que les gens
pense souvent, on fait avec plein de bonnes intentions, mais qui peuvent malheureusement créer du stress chez le chien. Et du coup, quand le chien est en présence du stimulus, il n'est plus capable de gérer ses émotions parce qu'il y a déjà trop de stress à la base. C'est là qu'on a un vase qui déborde. Je mettrai ta vidéo en lien quand on partagera la capsule où tu expliques très bien justement tous ces types de mécanismes-là. Le Ouais, chien qui et te c'est pour pousse. ça que c'est vraiment hyper important quand on a un chien réactif d'aller voir un comportementaliste qui fera un bilan et un bilan pas uniquement pour travailler la réactivité, mais pour voir toutes les petites choses au quotidien qui peuvent être améliorées pour avoir un espèce d'apaisement généralisé et donc pour que le chien, quand il est en présence des stimuli, il soit beaucoup plus bas en pression, pardon, et que du coup, en fait, il soit capable de gérer ça sans forcément être réactif. Mhm. Oui, c'est là qu'en allant jouer sur l'apaisement général du chien, c'est la base, hein. C'est la première chose de toute façon le premier conseil qu'on peut donner. Ça va être d'aller chercher l'apaisement par tout moyen possible Ouais, c'est chez sûr. le chien. C'est mettre le chien dans un état émotionnel propice au travail, en fait. C'est faire de la place, que le chien soit capable de pouvoir travailler la réactivité s'il y a encore besoin de la travailler. Parce que vraiment, et plus d'une fois, il n'y a pas toujours besoin de travailler la réactivité. Simplement aménager les choses, aménager l'environnement, aménager la relation, ça peut être suffisant. Et sur la réactivité, si on peut parler un tout petit peu juste comme ça pour que les personnes qui écouteront puissent se faire une idée, mais comment, s'il y a, une fois que le chien est posé, qu'on a apaisé le chien d'une façon générale dans sa vie de tous les jours, s'il s'avère qu'il est toujours réactif à quelque chose, euh, comment, euh, comment on va amener ce travail-là? Il y a les petites choses comme ça qui peuvent interpeller les personnes pour savoir qu'elles vont dans un bon sens de travail. Mais clairement, le bon sens de travail, c'est le travail à distance. Si vous, plein de bonnes intentions, vous allez chez un éducateur, un comportementaliste, etc., et qui vous propose d'aller travailler votre chien réactif humain dans un marché, partez. Non, ça c'est de l'immersion, clairement ça va pas. Tout ce que ça fait en fait, c'est augmenter l'aversion du chien. Alors sur le moment, il va probablement pas réagir parce qu'il y a trop de stimuli. C'est impossible de réagir sur tout. Mais vous vous rendrez compte que dans le marché, il réagit pas. Mais par contre, quand dans les bois, vous vous promenez dans les bois, il rencontre un seul humain, là il réagit. Et même il réagit de plus en plus fort parce qu'on a augmenté son aversion. Donc on n'a rien résolu. Il faut vraiment aller vers un travail à distance, pouvoir observer à distance les stimuli aversifs et pouvoir se rendre compte que finalement, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. On peut faire des associations positives. Salomé tout à l'heure parlait d'associations négatives avec ces stimuli. Eh bien, on peut faire des associations positives à distance, par exemple avec de la nourriture ou avec d'autres choses, de manière à faire en sorte que ces stimuli qui sont perçus de façon négative puissent être perçus de façon un peu plus positive. Et on se rendra compte en fait qu'au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure de l'apaisement et des associations positives, que la distance de confort du chien, distance à laquelle il ne réagit pas, là où il se sent bien, elle diminue et elle diminue naturellement. Et c'est là, juste un mot pour schématiser, parce que les gens en entendent parler, Salomé, les zones vertes-rouges. Oui, Jaune, verte, rouge. Tu as un mot les dessus zones, peut-être? les zones de confort, ouais, tout à fait. Donc vert, orange et rouge. Précisément quand le chien est à distance respectée par rapport à son au déclencheur, il est en zone verte et donc il ne réagira pas. Et c'est à l'humain en fait de gérer cette distance au fur et à mesure aussi pour qu'il ne dépasse pas effectivement cette zone orange pour arriver dans la zone rouge. Zone rouge, c'est effectivement la zone entre guillemets intime, hein, je rappelle pour ceux qui... que la dernière fois on l'avait rappelé, mais pour mémoire, la zone de confort chez le chien, la distance respectée, c'est entre 5-6 mètres. Chez l'humain, c'est 1,5 mètre. Donc c'est vrai qu'il faut penser toujours à mettre le chien en zone verte. Et pour ça, il faut jauger un petit peu, savoir lire son chien aussi, mais bien gérer et partir si toutefois le chien commence à déclencher s'il est en zone orange. Et là, s'il est en zone rouge, malheureusement, c'est qu'on a mal jaugé et donc il faut repartir du départ pour le remettre en zone verte. Donc c'est les zones sociales, les distances sociales à respecter. Et franchement, à partir du moment où on a compris ça, qu'on s'éloigne du déclencheur, hein, clairement, on a un chien qui arrivera à ne plus possiblement déclencher systématiquement. Il y a un travail de fond, hein, comme on le dit depuis tout à l'heure, il y a un travail de fond à faire. Et effectivement, il faut avoir ça en tête toujours. J'ai pensé au vase qui va en fait sacrément monter si toutefois il est face à un stimulus, et par contre penser distance aussi pour justement éviter de faire monter le niveau dans le vase.
J'ai envie de Alors dire quand c'est attention, temps. pardon, je voulais rebondir sur Vas-y. les 5-6 mètres. 5-6 mètres, c'est la distance sociale pour un Oui, chien qui n'est pas réactif. Qu'on tout à se le fait. dise bien, un chien réactif peut avoir des zones de confort de 30 mètres. Moi, j'ai déjà eu des chiens qui avaient, Mhm. c'était plusieurs centaines de mètres, où ils déclenchaient, Oui. ou même des chiens qui déclenchaient rien qu'à l'odeur ou rien qu'au bruit. Donc, c'est vraiment adapté à chaque chien. Et dites-vous que la zone de confort un jour n'est pas la même que la zone de confort du lendemain, puisque ça va dépendre de l'état émotionnel du chien. Et qu'un chien, c'est pas une machine, c'est pas constant. Donc voilà, c'est vraiment hyper important d'observer son chien, d'observer ses signaux de communication et ses signaux d'inconfort et de pouvoir prendre plus de recul ou pouvoir s'avancer un certain jour. Mhm. J'ai envie de rajouter la notion de temps, de laisser le temps au chien d'évoluer et d'améliorer ce comportement-là. Mais pour ça, il faut qu'il s'apaise et s'apaiser. On n'enlève pas un stress chronique finalement en un claquement de doigts, c'est pas possible. C'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains. Ça suppose Mhm. pas forcément d'avoir des séances avec un comportementaliste toutes les semaines, puisque c'est aussi vous qui travaillez à la maison et le chien qui évolue lui avec le temps, son organisme qui s'apaise avec le temps. Ce sera tout ça pour dire que ce ne sera pas plus cher de travailler correctement avec son chien à la réactivité. Puis il faut bien se dire, comme tu dis, on ne peut pas effacer un comportement qui a mis des mois à s'installer en un coup de baguette magique et en une ou deux séances. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, Puis, voilà, on y arrive, quoi. Hein. mais il Bien faut sûr. dire aussi que le On y chien a arrive. pris l'habitude de réagir comme ça, donc il faut lui permettre de réagir autrement. Et cette fameuse distance de zone sociale permettra de faire en sorte que le chien agisse différemment aussi par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc c'est comme Charlotte le disait, hein, les réactions qu'elle a précisées, notamment la plus fréquente, c'est celle de la réactivité, aboiement et je veux aller Mm. vers le stimulus, etc. Puis j'ai un dernier mot, c'est essayer de ne pas rester seul. Parce que quand on a un chien réactif, c'est parfois extrêmement difficile à vivre soi-même. Ne restez pas enfermé avec votre chien. Allez vraiment chercher de l'aide. On le disait en début de cette petite capsule-là. Aller chercher soutien auprès d'un comportementaliste, c'est la première chose à faire, hein, de se faire aider, se faire accompagner. Et puis d'en parler. C'est pas parce qu'on a mal fait quelque chose. On peut avoir fait des erreurs et d'autres fois, c'est juste faute à pas de chance et faute à d'autres choses. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais ne restez pas seul avec votre chien en détresse et en difficulté. Faites-vous aider, quoi. C'est Bien important. sûr. Et puis le regard des autres est très lourd aussi. Quand on a un chien réactif, on est jugé et ça c'est très très lourd. Tu as raison de le préciser. Euh, Ça peut arriver et ça peut se régler surtout. Oui, puis bon, il y a plein de chiens réactifs, donc c'est pas des exceptions. Voilà. Ces familles-là ne sont pas des exceptions, donc Mm. on est tous là pour s'aider les uns les autres. Mais il y a de l'aide trouvable quelque part et on reste pas seul, on fait ce qu'il faut. On en reste Mm. là. Je vous remercie pour ces partages. Merci à Merci à toi. toi, Chris. Hein. Puis à une prochaine. Oh, le bruit, désolé, c'est le chat qui a fait tomber quelque chose. À la prochaine. À Salut! bientôt.